Voilà donc le concept de ce bouquin qui s'appelle Oser la paix, agir contre les guerres au peuple et à la nature, cultiver un monde de paix. C'était de faire une synthèse en fait sur un certain nombre de questions qui nous intéressent particulièrement au mouvement de la paix. Donc de faire une synthèse sur premièrement à peu près d'où viennent les guerres, qui sont les fauteurs de guerre. Premièrement. Deuxièmement, comment on peut cultiver la paix, c'est-à-dire développer des actions pacifistes et développer aussi une éducation à la paix, ce genre de choses. Et puis, troisièmement, comment on peut s'engager dans un mouvement pacifiste comme le mouvement de la paix. Voilà, donc c'était à peu près les choses que je raconte dans ce bouquin. Alors, la paix, c'est à la fois quelque chose, c'est une question à la fois individuelle et géopolitique. Donc, dans le livre, je le traite sous ces deux aspects, quoique l'aspect géopolitique nous intéresse un peu plus au mouvement de la paix que l'aspect individuel. Mais moi, je ne dis pas que l'aspect individuel, tout ce qui est paix intérieure, n'est pas important. Par contre, il faudrait que tu me dises au niveau du temps que je saute entre les jours. C'était une montre, ça serait bien. Que je surveille le temps. Oui, parce que, par exemple, quand je rediscute avec les gamins de lycée agricole, ils me disent, quand je suis sur mon tracteur, je suis en paix. Alors là, c'est plutôt le sens individuel. Par contre, le sens, ça va dire collectif ou géopolitique, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est assez difficile d'être en paix soi-même quand on est dans un monde qui est entouré quand on est entouré de conflits, qu'on est dans des situations conflictuelles ou de guerre. Et donc, l'idée, c'était de faire vraiment un livre qui soit un outil pour les militants pour faire une synthèse d'un certain nombre de questions. Et donc, je vais vous raconter rapidement le plan du bouquin. Voilà, je vais essayer de... Non, je ne vais pas prendre 2 heures parce que ça va être vraiment trop long. Et puis après, je vais vous faire travailler un petit peu, sinon c'est pas rigolo. Je vais essayer de prendre une demi-heure. Après, on prendra une demi-heure de questions ou de remarques pour les gens qui ont des choses à dire. C'est important. Et puis après, je vous proposerai de faire quelque chose. On a préparé une petite feuille avec Léo hier soir. Et donc, en fait, dans le livre, il y a 7 parties. Et la première partie, la question que je pose, c'est qu'on se trouve en fait au début du XXIe siècle à un carrefour dans l'histoire de l'humanité, comme souvent on va dire. Mais là, c'est quand même un peu inquiétant, en plus c'est notre époque. C'est la crise écologique. Alors on est face à des bouleversements climatiques, à une surconsommation des ressources naturelles, à une extinction majeure des espèces animales et végétales, à des pollutions de l'air, de l'eau, de la terre, et puis c'est rajouté en fin 2019 une pandémie inédite, celle du Covid. Et alors que la crise écologique, c'est quelque chose qui devrait préoccuper tous les gouvernements du monde, du moins la plupart, c'est ce qu'ils ont dit en 2015 à la COP 21, et bien en fait on se rend compte que les dépenses militaires ne font qu'augmenter. Et d'ailleurs, depuis 2015 en France, pour ne parler que de la France, c'est les dépenses militaires, le budget de la défense qui a le plus augmenté. Donc en 2015, on était à 31 milliards approximativement de dépenses militaires. Et aujourd'hui, on est à 40 milliards, ce qui fait, je ne suis pas prof de maths, mais ce qui fait une augmentation de 25% environ. Imaginez si on augmentait de 25% le budget d'éducation. Donc c'est pas le chemin tout court, malheureusement. Donc voilà, 25% d'augmentation en 5 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez inédit, énorme. Et actuellement, c'est le vote du budget à l'Assemblée nationale. Et cette augmentation inédite des dépenses militaires ne fait pas la une des journaux. Parfois, il y a des entrefilets. Parfois, on vous dit oui, mais c'est normal parce qu'il y a une autre programmation militaire qui a été votée, parce que les budgets militaires, ça se prévoit sur 7 ans, ou 6 ans, 6 ou 7 ans. Il y a peut-être des gens qui me corrigeront, sur plusieurs années, voilà. Et donc, souvent dans les journaux, on vous explique
en fait, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, ça a été programmé. Moi, ça m'inquiète personnellement. Je trouve que 25% en 5 ans, c'est énorme. Au niveau mondial, on est à 2000 milliards de dépenses militaires, 2000 milliards de dollars. Et le chiffre que j'ai donné en France, c'est 40 milliards d'euros. En dollars, ça fait plus. Donc 2000 milliards de dépenses militaires mondiales. En France, on a 200 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de l'armement. Ça veut dire qu'on a plus de gens qui travaillent dans l'industrie de l'armement que de gens qui travaillent pour faire des médicaments, par exemple. Voilà ce qui est assez questionnant en période de Covid. L'armée américaine est le premier consommateur institutionnel, le producteur institutionnel plutôt, de gaz à effet de serre. En fait, on a du mal à évaluer comment dire, l'impact de la guerre, des budgets militaires dans la production de gaz à effet de serre, parce que justement, en fait, les gouvernements mondiaux au niveau mondial sont mis d'accord justement pour ne pas comptabiliser l'impact du militaire dans l'émission de gaz à effet de serre. D'ailleurs, il y a une pétition qui circule en ce moment, que je vous invite à signer, si vous avez reçu la liste des informations du mouvement de la paix, une pétition pour appeler les gouvernements réunis en ce moment dans une COP, donc la conférence des partis, la 26e du nom, à Glasgow. Donc il faut que j'en parle un petit peu, comme je l'évoque. Donc en fait, depuis 1997, les différents représentants des nations du monde se sont réunis à Kyoto, au Japon, et ont décidé de prendre des mesures par rapport au réchauffement climatique. Donc c'était en 97. Voilà, et tous les ans, presque, ils se réunissent, les parties liées au protocole de Kyoto, donc la traité internationale, pour essayer d'envisager des solutions pour limiter la production de gaz à effet de serre. Donc ça fait, cette année, on a la 26e conférence des parties, donc ça fait plus de 26 ans, en fait, qu'il y a ces réunions. Donc ça n'a pas beaucoup avancé depuis, on est d'accord. Mais c'est une question qui préoccupe le réchauffement climatique depuis au moins 25 ans. Je tenais à le dire aussi. Voilà, pour l'instant, les dépenses militaires et les activités militaires sont en fait le point noir de le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même assez problématique. Et puis, le dernier point que j'évoque dans la première partie, c'est que, en fait, ces activités militaires, elles mènent à la guerre. Il y a des champions pour les activités militaires et la guerre. Alors, les champions, toute catégorie, c'est les Américains. Alors, je dis Américains, je vais essayer de le dire qu'une seule fois. En fait, les Sud-Américains préfèrent qu'on dise les États-Uniens. Après, ils se sont impliqués dans les actions des États-Uniens et ils n'aiment pas trop. Parce qu'en fait, moi j'en parle dans la troisième partie, je veux vraiment c'est bien. Et dans la troisième partie, en fait, j'évoque les activités militaires des États-Unis. Et en fait, depuis 1945, merci Pierre, ça c'est vraiment sympa. Je remercie Pierre d'être présent. En fait, depuis 1945, on est rentré dans un temps au niveau mondial de l'hégémonie américaine, je ne vous apprends rien. Cette hégémonie états-unienne, qu'on peut voir sous l'approche de l'empire états-unien ou de l'impérialisme états-unien, elle consiste à régler une certaine partie des conflits au niveau mondial par la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors du procès de Nuremberg, donc les Alliés, en 1945-1946, ont jugé les nazis, les responsables nazis, sous l'item du crime d'agression ou du crime contre la paix.
Donc ils l'ont défini comme le fait pour une nation d'envahir une autre nation, d'occuper un territoire qui n'est pas le sien, d'annexer un territoire, de mener des blocus ou des embargos, de soutenir des coups d'État ou d'envoyer des mercenaires dans des pays étrangers. Alors il se trouve que depuis 1945, les États-Unis, ils ont fait ce genre d'opération à des dizaines et des dizaines de reprises, dans des dizaines et des dizaines, une cinquantaine peut-être, d'États ou de nations à travers le monde. Et donc, on pourrait très bien accuser chacun des présidents états-uniens depuis 1945 de crimes d'agression ou de crimes contre la paix, si les États-Unis reconnaissaient les instances pénales internationales, ce qu'ils ne font pas. Et donc, ça crée un gros problème. Alors, les États-Unis aussi, donc ils ont participé à de nombreuses actions armées. Aujourd'hui encore, en 2021, ce sont eux qui ont le plus important budget militaire mondial. Le budget. Je vous lis des passages du bouquin, comme ça vous verrez qu'il est intéressant. Je trouve la bonne page. Alors, voilà. Alors, parce que, donc, comme je fais une synthèse, je cite beaucoup d'autres personnes qui ont écrit des livres super intéressants. Ce qui vous permet de ne pas les lire de le mien, ça vous fera un résumé. Alors, le budget militaire américain, donc là, c'est un chiffre de 2019, il était de 738 milliards de dollars pour donc 2019, c'est-à-dire l'année fiscale 2020. Alors là, 738 milliards de dollars, c'est en fait juste le budget de la défense. Mais en fait, les activités militaires des États-Unis, c'est plus que cela. On peut ajouter à cela le budget des anciens combattants, qui était en 2020 de 217 milliards de dollars. Donc pour les anciens combattants, ça fait une rente pour eux. Après, il y a tout ce qui est renseignement, parce que les États-Unis, ils interviennent aussi dans les activités que j'ai citées tout à l'heure, notamment dans tout ce qui est coup d'État ou envoi de mercenaires ou soutien à des organisations pro-états-uniennes dans différents pays du monde. Ça, ils le font via ce qu'on appelle la communauté du renseignement. Alors, il y a un certain nombre d'organisations, dont par exemple la National Endowment for Democracy, mais pas très bon anglais, par exemple la CIA ou d'autres organisations de ce type. Donc ça, dans le budget fédéral américain, c'est 80 milliards de dollars annuels. Alors il y a un département qu'on appelle la sécurité de la patrie. Ça, c'est 700 milliards de dollars annuels pour le budget états-unien, c'est le budget fédéral. Et puis on a aussi le département de l'énergie qui met 25 milliards de dollars. Et en fait, c'est pour entretenir les armes nucléaires. Donc on arrive à un total qui dépasse les 1000 milliards de dollars, ça fait à peu près 5% du PIB. Donc on a les plus gros dépensiers en matière militaire, ce sont les États-Unis à travers le monde. Il faut toutes ces dépenses militaires pour asseoir leur hégémonie aussi politique et leur hégémonie économique. Alors, le système mondial est ainsi fait qu'on a donc une domination des pays occidentaux, dont les États-Unis. Alors, je peux vous citer quand même un chiffre que j'aime bien citer. En fait, nous occidentaux, nous vivons à crédit par rapport aux pays pauvres. Donc, ce n'est pas les pays pauvres qui vivent de l'aide qu'on leur apporte, c'est l'inverse. Contrairement à certaines idées reçues, l'aide publique au développement, APD, ne compense pas le remboursement de la dette. Le service de la dette représente 7 fois le montant de l'aide publique au développement. De fait, les transferts de fonds publics vont des pays pauvres aux pays riches. Donc voilà, ou comment expliquer pourquoi les pays pauvres sont pauvres, les pays riches sont riches. Cette domination, elle est assise sur des activités militaires, je ne développerai pas plus, si vous avez des remarques à faire, vous pourrez faire tout à l'heure. Après les Américains, les États-Unis, il y a bien sûr les Français.
qui ont une activité militaire importante. Depuis 25 ans, 105 opérations militaires à l'étranger qui ont été effectuées par l'armée française. Il y a actuellement 30 000 soldats français en opération et 20 000 soldats français qui sont en opération en dehors de métropole et un certain nombre qui sont en opération notamment en Afrique. L'armée française est présente dans une quinzaine de pays africains avec dans certains pays des bases permanentes. Et puis il y a l'intervention française au Sahel. Et il y a une citation que j'aime bien chez un universitaire qui s'appelle Antoine Pérouse de Monclos. Oui, il a un nom rigolo, j'aime bien aussi. Et en fait, lui, il explique que plus il y a de militaires français, plus il y a de djihadistes. Pour plusieurs raisons. Parce que l'armée française crée une instabilité dans les pays où elle intervient. Elle décrédibilise les armées des pays qui sont occupés par l'armée française. Après, il y a un phénomène de rejet des populations africaines par rapport à la présence française. Et puis, pour finir, il y a toutes sortes de problèmes annexes à la présence militaire, prostitution, activités parallèles, économiques parallèles, voilà, ce genre de choses. Et donc, ce qui fait que, pour plusieurs raisons, je le répète, plus il y a de militaires français en Afrique, plus il y a de terroristes. Parce que l'armée française fait la guerre au terrorisme depuis 20 ans maintenant, dans le sillage des États-Unis, avec les conséquences qu'on observe notamment en Afghanistan, qui est dans l'actualité. D'ailleurs, l'édito de Planète Paix en parle ce mois-ci. Et donc, voilà, donc les États-Unis et l'OTAN interviennent en 2001 pour chasser les talibans du pouvoir. Ils repartent en 2021 et les talibans reviennent. Donc, on voit l'utilité de ce genre d'occupation militaire de l'OTAN et des États-Unis. Et puis, dans le sillage de cette conception militaire, du développement du militaire, on a toute une restriction des libertés publiques et démocratiques en France. Là, actuellement, on a l'extension de la durée du pass sanitaire, contre laquelle se sont élevés notamment les députés de gauche à l'Assemblée nationale. Et puis, ça ne fait pas du tout consensus dans le pays. Et puis, un certain nombre de choses aussi qui posent question, comme le service national universel. Alors, je vais quand même, j'en parle un peu dans le bouquin, le service national universel, dans la partie sur l'éducation à la paix. Juste après. C'est là. Voilà. Alors, le service national universel, ça, je tiens à en parler. D'où est venue cette idée saugrenue, en fait? Dans un reportage diffusé sur Arte en 2017, USA les petits soldats de l'Amérique, on découvre le dispositif qui a certainement inspiré le gouvernement français pour le service national universel, qui s'appelle The Junior Reserve Officer Training Corps, ou Réserve militaire junior. Créé en 1916 dans l'optique de l'entrée en guerre états-unienne en Europe, il a été remis au goût du jour par George Bush fils. Dès les premières images du documentaire, on voit des groupes d'adolescents défiler en uniforme lors des parades militarisées, un peu comme lors du SNU, où les jeunes Français de fin de seconde reçoivent un joli uniforme qu'ils doivent porter pendant 15 jours et qui peuvent ressortir à l'occasion. Aux USA, ce dispositif est lui aussi présenté comme éducatif et il concerne à peu près 500 000 jeunes de 14 à 17 ans. Ces jeunes peuvent débuter dès l'équivalent d'un troisième, nous c'est 11 secondes, c'est un peu plus tard, sous forme d'option à l'école. Ils suivent alors des cours, comme des cours d'histoire, dispensés par des militaires. Je vous laisse apprécier la qualité des cours d'histoire. Mais le service national universel, c'est un peu la même logique. On a des gens qui reçoivent des formations de militaires en retraite sur une conception historique qui leur est propre. Vous pouvez imaginer de quoi il s'agit.
Alors l'armée aux États-Unis est présente dans quelques 3000 établissements scolaires. Donc en France, l'armée intervient dans les classes, beaucoup plus que le mouvement de la paix d'ailleurs. C'est beaucoup plus difficile pour le mouvement de la paix. Donc l'armée aux États-Unis, elle pallie la faiblesse du budget d'éducation états-unien, qui au niveau fédéral aussi entre 10 et 15% sur les années du budget militaire. Donc le budget militaire, c'est, je vous ai dit, 740 milliards de dollars, donc entre 10 et 15%, entre 70 et 100 milliards. Donc c'est révélateur de la privatisation d'enseignement, parce que là je parle que du budget fédéral, bien entendu. Alors ce dispositif a aussi d'autres qualités. C'est ce qui est présenté, la qualité entre guillemets. C'est présenté dans le documentaire. À Chicago, comme 95% des cadets sont issus des minorités, comme on dit, ça fait office de politique anti-gang. Autrement dit, l'armée est l'alternative aux prisons de la misère, parce que comme vous le savez, j'en parle aussi dans le bouquin, les prisons états-uniennes sont remplies de personnes issues des minorités. Au Texas, avec ça c'est rigolo ça, il y a une petite séquence dans le documentaire. L'armée enseigne dans les établissements scolaires le tir à la carabine. Donc quand on sait qu'aux États-Unis il y a souvent des problèmes avec des jeunes qui rentrent dans les établissements avec des armes à feu et qui tirent sur tout ce qui bouge, c'est assez étonnant. Et puis, alors au niveau, l'objectif de ce genre de choses, c'est de recruter des futurs militaires, parce que les États-Unis ont besoin, dans l'optique de l'engagement dans l'armée, parce que l'armée états-unienne est présente dans 146 pays à travers le monde, ils ont besoin de 80 000 nouveaux soldats tous les ans. Donc en France, l'armée est confrontée au même problème, parce que l'armée française a besoin de 15 000 nouveaux militaires tous les ans. Et 15 000 nouveaux militaires, parce qu'en fait, sur une année, ils en embauchent 15 000, mais il y a 12 000 qui arrêtent. Qui arrêtent parce qu'on leur a promis monts et merveilles, et puis en fait, ils se rendent compte qu'ils passent leur temps à fumer à la caserne et à s'ennuyer, à faire du sport. Ça leur convient pas forcément. J'ai un de mes anciens élèves du lycée agricole, il était en échec scolaire, il s'est engagé dans l'armée, et au bout d'1 an et demi, il s'est barré, il a fait ce qu'on appelle une désertion. On dit toujours ça d'ailleurs, donc il est passé devant une sorte de conseil de discipline. Parce que le droit du travail ne s'applique pas à l'armée, c'est très particulier. Et alors j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu as appris quand tu t'es engagé dans l'armée? Il m'a dit, j'ai appris une seule chose, à utiliser une tourelle de char. Donc c'est pas très utile au quotidien, contrairement à ce qu'on peut dire. Donc après, je vais essayer de faire 10 minutes pour le reste. Voilà, en gros, ce que j'ai dans le bouquin, c'est que la notion d'impérialisme, pour moi, elle est toujours d'actualité. Et même si c'est pas trop à la mode, c'est quelque chose d'assez important, parce que je ne vais pas gâcher mon plaisir de vous parler un peu de M. Bolloré. Ça, c'est page 55, ça je le sais bien, je le cite tout le temps. En fait, pourquoi l'armée française est présente beaucoup en Afrique? Eh bien, par exemple, à cause de M. Bolloré. Alors, M. Bolloré, au début des années 80, c'était un millionnaire. Il avait hérité de papa quelques dizaines de millions de francs. Donc, il était moyennement riche, on va dire. Et ce qui a fait sa fortune, c'est que dans les années 90, Bolloré a beaucoup profité de la vague de privatisation imposée en Afrique par les programmes d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. Donc en fait, il a fait son beurre sur la privatisation des services publics africains. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Vincent Bolloré, il est à la tête d'un groupe fort de 250 filiales, de 25 000 salariés présents dans 46 pays africains. Ça s'appelle Bolloré Africa Logistics. Et c'est devenu en moins de 30 ans le premier réseau intégré de logistique africain et un acteur majeur de l'activité portuaire. Donc en fait sa fortune, il l'a fait dans le cadre que j'ai cité. Grâce à ça, il a pu racheter Vivendi, donc propriétaire de plusieurs médias, Canal+, CNews et autres choses de ce type. Havas, le groupe
publicitaire à base, c'est lui qui le possède aussi. Et puis il a aussi beaucoup investi dans l'agriculture en Afrique, tout ce qui est agro-industrie, agriculture chimique, qui fait beaucoup de bien aux paysans africains, ça c'est l'ironie. Et donc voilà, donc les milliardaires français font, Bolloré en est un bon exemple, ils font leur beurre sur les Africains. Et donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les Occidentaux, et notamment les milliardaires occidentaux, sont débiteurs des Africains, et non l'inverse. Et ça, c'est quand même un élément important, et c'est pour ça que la notion d'impérialisme est toujours d'actualité, quoi. Parce que, en fait, l'armée française, c'est une milice. C'est une milice pour Bolloré et puis pour ses potes comme Castel et autres. Alors Bolloré, c'est quand même extrêmement grave pour nous, parce que Bolloré, c'était le parrain de Macron en 2017. Et puis là, c'est celui qui soutient la carrière politique de Zemmour, quand même. Hein. Donc ça a quand même des répercussions très graves. Et donc, voilà, face à ça, il faudrait plutôt, c'est ce qu'on défend au niveau du mouvement de la paix et dans le livre blanc pour la paix, dont je parlerai tout à l'heure, développer plutôt ce qu'on appelle la culture de la paix, qui est issue d'une résolution des Nations Unies de 1999. On en parlera peut-être tout à l'heure. Parce qu'en fait, les Nations Unies, c'est quelque chose de très important. Et puis, on en reparlera peut-être aussi, je ne vais pas développer là-dessus. Quoique si, parce que si quand même. Parce que là, il y a un truc que j'adore citer aussi. C'est par rapport à la conception dominante de l'histoire qui n'est pas la nôtre. Un jour, mon beau-père m'a donné un bouquin. C'était un bouquin d'un historien israélien qui s'appelle Yuval Noah Harari, j'en parle page 105. Et ça s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et comme il se trouve que mon beau-père m'a dit « il faut que tu lis ça, c'est vachement bien ». Donc, je n'ai pas tout lu parce que c'était quand même 500 pages, c'était très long. Mais comme j'écrivais le bouquin, ce bouquin-là, Oser la paix, j'ai lu les 10 pages qui parlent de la paix. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que dans 10 pages pour lesquelles ce monsieur a considéré que c'était important de parler de la paix. Dans ces pages, je vous lis ça, puis après j'arrêterai là. Donc, dans le best-seller intitulé Sapiens, une brève histoire de l'humanité, l'auteur, que j'ai cité tout à l'heure, professeur d'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem, évoque la paix aujourd'hui. Mais à aucun moment, les Nations Unies ne sont citées. On a l'impression que le moment historique mondial de la Charte des Nations Unies et de l'organisation qu'elle a mise en place n'ont tout simplement jamais existé. Pour un livre qui traite pourtant de l'histoire de l'humanité, c'est assez surprenant. Il constate cependant à quel point nous vivons dans une époque pacifique par rapport aux époques précédentes de l'histoire. Il attribue la baisse des violences intra-étatiques à l'essor des États qui, par la police et la justice, protègent leurs citoyens des homicides. Bon, ça c'est pas faux, hein. On va dire qu'il y a beaucoup moins de bandes de brigands en Provence qu'au Moyen-Âge. Heureusement. D'ailleurs, on n'a pas eu de problème quand on est venu depuis les Vosges, donc ça va. Concernant les violences extra-étatiques, là c'est plus intéressant, il attribue leur baisse à la disparition des empires britanniques, français et soviétiques. Il ne considère donc pas que les USA c'est un empire. Il ne doit pas être au courant des occupations, bombardements, blocus et autres coups d'État dont nous avons fait une liste tout à l'heure. Plus tard, il écrit « Depuis 1945, à de rares exceptions près, les États n'envahissent plus d'autres États pour les conquérir et les engloutir. Les exceptions doivent donc être les guerres états-uniennes dont j'ai parlé tout à l'heure et ce que fait l'État israélien en Palestine occupée. Et je rajoute, on ne doit pas en parler beaucoup à Jérusalem. Ensuite, l'auteur donne des explications à cette paix relative. Il répète la croyance que la bombe atomique serait vecteur de paix, selon ce catéchisme nucléaire, entre guillemets, que dénonce Paul Kiles, qui est décédé récemment d'ailleurs. La guerre ne rapporterait plus autant que le commerce en temps de paix, deuxième raison. Et pour finir,
pour la première fois de l'histoire, notre monde est dominé par une élite éprise de paix. C'est beau, hein? Ces idées, n'y à tel point la réalité, elles sont pourtant tellement courantes. Tout d'abord, comment la bombe atomique pourrait être un facteur de paix, son utilisation étant impossible? Comment quelque chose qu'on ne peut utiliser pourrait avoir un quelconque effet? C'est mon côté philosophe, j'ai fait des études de philosophie. Non à cause de l'équilibre de la terreur, d'ailleurs, mais plutôt à cause des mobilisations qui ont rendu criminel, au regard du droit international, toute utilisation de cette arme. J'en parle dans le bouquin, on en parlera après. La possession de l'arme nucléaire par l'État d'Israël, oui d'ailleurs, l'Israélien, il n'en parle pas dans son bouquin, depuis les années 70, ne lui a pas amené la paix. Ça c'est un fait. Ensuite, pour ce qui est de ce que rapporte aujourd'hui la guerre et sa préparation, comme le commerce des armes, le commerce des armes, ça rapporte 250 milliards de dollars aux Américains, aux États-Unis, par an. Donc on ne peut pas dire que ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà, et puis il y a tous les investissements que les États-Unis font dans le militaire pour imposer leur hégémonie au reste du monde. Pour finir, alors ça je trouve ça beau, concernant l'élite éprise de paix, il doit certainement s'agir d'une métaphore pour désigner les fonctionnaires des Nations Unies, car cela n'est pas vraiment une évidence, pour ce qui est des chefs, notamment du gouvernement américain. Quoique j'en parle aussi dans le bouquin, notamment, vous regarderez parce que j'ai fait un mania. En 2010, Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix. Parce que, en fait, il a déclaré dans son discours, dans un discours qu'il a fait à Prague, d'ailleurs discours dans lequel il se félicitait de la victoire du bloc occidental de l'OTAN dans la guerre froide, parce que l'OTAN, c'était 20 ans, c'était 20 ans après la victoire de l'OTAN dans les guerres froides. Et puis, alors, il se félicitait de cette victoire états-unienne et de leurs alliés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait fait son discours à Prague. Et alors, de ce discours, on retient juste cette phrase, c'est comme ça que ça a été cité en titre dans l'article du Monde. Je suis pour un monde sans armes nucléaires. Donc, alors tout le monde a dit ah, c'est formidable, Barack Obama dit qu'il est pour un monde sans armes nucléaires. C'était le titre dans la presse française. Sauf qu'en fait, la fin de la phrase, c'est mais je ne la verrai pas de mon vivant. Mais quoi? Voilà. Mais j'articule pas assez bien, c'est ça? Non, ça c'est bon. Je suis pour un monde sans armes nucléaires, début de la phrase, que tout le monde a cité, deuxième partie, que personne n'a relevé, mais je ne le verrai pas de mon vivant. Et donc, voilà. Et donc il dit ça dans son discours, et en plus il explique que pour l'instant l'arme nucléaire c'est très important pour les États-Unis, parce que les Russes et les Chinois, ils l'ont aussi, et les Russes et les Chinois sont vraiment très dangereux, ça j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup d'opérations militaires actuellement de l'OTAN en Europe ou vis-à-vis en Asie qui sont dirigées contre la Chine ou contre la Russie. C'est extrêmement étonnant, surtout en période de Covid, parce qu'en période de Covid, y compris pendant le confinement, ça c'est quand même assez délirant, nous on devait rester chez nous. Par contre, les soldats américains, les États-Unis, ils pouvaient débarquer en Normandie ou en Normandie, où c'était dans un autre port, je crois que c'était Saint-Nazaire, et ils peuvent débarquer en plein confinement et faire des opérations militaires, et on peut comment dire, faire débarquer du matériel militaire états-unien pour l'emmener en Europe de l'Est. Et là, ils avaient fait des opérations militaires qui font quasiment continuellement, où il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats qui sont mobilisés pour montrer aux Russes que franchement, voilà, ils sont une menace militaire. Je trouve ça complètement délirant, mais bon, c'est la logique états-unienne et de temps. Et alors je finis parce que le truc intéressant avec Barack Obama, c'est qu'il dit qu'il est pour un monde sans armes nucléaires, qu'il ne le verrait pas de son vivant, mais que l'arme nucléaire c'est super important. Et puis, juste après, dans le budget militaire américain de la défense, il décide de rajouter 5 milliards d'investissements de dollars ou plus dans les armes nucléaires. Donc, voilà. D'où l'inconséquence à la fois des gens qui nous dirigent, et puis
journalistes de la grande presse qui nous font état de discours que les gens nous dirigent. Voilà, et j'ai fait Taylor, je sais pas quoi. Là, j'ai pas fait. Quelle langue? Italien? C'est de l'espagnol. C'est espagnol. Vous avez trouvé une place? Où tu vas, Jacques? Romain, c'est de l'autre côté, là. Tu vas aller sur le site, tu leur enverras. Les profiteurs dans la richesse.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.